Au primaire, je voulais mettre du vernis à ongles. Puis c'était pas un truc plus gros que ça, c'était juste ma soeur en avait, ma mère des fois en mettait, mon père des fois en mettait. Je trouvais ça beau, je disais OK, je vais mettre du vernis à ongles. Puis j'arrive à l'école puis on me dit non, t'es un gars, tu peux pas mettre du vernis à ongles, tu sais. Ça passe pas. Je suis pas obligé de porter, tu sais, une jupe et un t-shirt en même temps pour être non-binaire parce que j'ai un des deux trucs et voilà, ça va ensemble et je suis, tu sais, ça marche pas comme ça, tu sais, c'est une question d'identité interne. Est-ce que j'aspire à un monde où le genre n'existe pas? Oui, mais je suis pas là pour dire à qui que ce soit que son identité est pas valide. Ce moment décisif-là de réaliser, OK, en fait, je suis pas un homme, ça n'efface pas les années de conditionnement en tant qu'homme que j'ai eu. Une remise en question de quelque chose qui est autant établi que le genre, tu sais, c'est quelque chose de monolithique. Comment tu fais pour interagir avec une personne non-binaire alors que tu as interagi avec des personnes qui sont hommes ou femmes toute ta vie, là, tu sais? Il y a l'enjeu de manque de compréhension, il y a l'enjeu de peur, mais il y a aussi l'enjeu que si tu t'acceptes pas toi-même, c'est assez difficile d'aller accepter quelqu'un d'autre. Surtout si cette personne-là est une cible facile, comme une personne qui est marginalisée par la société. Travailler pour être plus sensible à soi-même, c'est aussi travailler en même temps pour être plus sensible aux autres. T'sais. Ça fait partie de la lutte pour l'acceptation. Puis l'égalité. Salut Maxwell. Allô? Comment tu vas? Ça va bien? J'étais un peu fébrile, là, un peu Oui. stressé, ouais. Oui. Mais ça va bien, sinon. Ouais. Oui. Bon. Ça aide qu'il n'y ait pas 500 personnes ici, là, mais... Ah, il y en a 500, c'est parfait. Non, non. Je vais d'abord te présenter. Ouais, Après super. ça, je vais rajouter un petit mot. Super. Si je me trompe, tu me réajusteras. Super. Tu es un artiste interdisciplinaire. Mhm. Tu as fait des études en histoire, langue Mhm. et en guide d'aventure. Ouais, en communication aussi, ouais. J'y viens. Parfait, ça va bien à date. Tu as développé la communication authentique, Mhm. l'écoute active et le leadership. Par la suite, tu as complété un baccalauréat en communication à l'Université du Québec à Montréal. Mhm. Tu t'es passionné dès ton jeune âge par les relations humaines, Mhm. l'entraide et les communautés. Tu cherches des connexions profondes et honnêtes à chaque étape de ton parcours. En tant que personne non genrée, tu as toujours été en conflit avec le masculin traditionnel. Et c'est cette difficulté qui t'a amené sur un voyage d'abord vers une masculinité plus saine, ensuite vers la réalisation du vrai soi par la non-binarité. Ouais. Ta recherche constante d'authenticité et de paix intérieure t'a amené au CRAM, où tu as terminé ta première année de formation. Mhm. Tu souhaites partager ton engouement pour le dépassement des masques et des standards par la découverte de l'être intérieur authentique, unique et sensible. Même lorsque cette découverte nécessite une remise en question de l'ordre établi. Mhm. C'est bien toi? C'est parfait. Okay. Je veux dire que je l'ai entendu que tu avais un peu de trac. Moi, j'apprécie que tu le nommes, ça se dit bien. Il y a quelque chose de normal. Tu nous fais une présentation. Ouais. Fait que, je veux dire que je suis très content. Je n'étais pas sûr que tu accepterais. Je suis très content que tu aies accepté. Tu sais, je vais te dire pourquoi je t'ai choisi. De un, moi, je connais pas ça, le non-genré, non-binaire. J'ai suivi une formation d'une journée parce que c'est un mouvement. Puis ici, à l'école, au CRAM, il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent dans ce mouvement-là. Ouais. Fait que je connais pas ça. Je t'avoue même que j'ai un intérêt plus ou moins, tu sais, parce que ça me parle moins. Mais je suis intéressé de t'entendre, toi, m'en parler. Parce que ce qui m'a touché quand je t'ai entendu dans le cours que j'ai donné, c'est ton souci de te définir, mais en acceptant la différence de l'autre. Il n'y en a pas un des deux qui n'est pas correct. Chacun a le droit à sa place. Et c'est ça que j'ai aimé dans ma rencontre avec toi. Et c'est ça, Maxwell, qui m'a donné le goût d'en savoir plus. Parce que si quelqu'un
parle de quelque chose que je connais moins en m'attaquant, Ouais. ben, je suis pas intéressé. Mhm. Mais s'il m'en parle parce qu'on se rejoint dans une chose, Mhm. tu sais, on a le goût les deux d'être vrais. Mhm. Fait que j'ai envie que tu nous parles de ça, Ouais. la non-binarité. Mhm. Je t'écoute, à toi Ben, la parole. Ben, super. J'allais me présenter, mais tu as très bien fait ça. Je pense que ce que tu as nommé, c'est vraiment important par rapport au fait que je suis pas là pour dire à qui que ce soit c'est quoi son identité. Je suis pas là pour dire aux hommes que leur identité est pas valide ni aux femmes. Euh, le but de ma conférence, c'est vraiment d'amener vers un point de sensibilité à la différence de l'autre, qui n'est pas en train de, comment je pourrais dire ça, qui est plus dans l'acceptation. Mhm. C'est pas pour nier autre chose. Pas parce que le non-binaire existe que les autres genres n'existent pas. C'est pas pour rejeter autre chose. Exactement. Ouais. OK. Voilà. Donc, j'ai des petits slides de préparer ici. Tu m'as déjà présenté, donc je vais sauter celle-là. Donc, pour donner un petit survol de ma conférence, j'aimerais ça parler de mon vécu en tant que personne non-binaire. J'aimerais ça faire des petites capsules info ici et là, juste pour qu'on soit sur la même page, sur certains enjeux. Puis, le but ultime de cette conférence-là, je dirais, c'est d'amener vers une plus grande compréhension, pardon, des enjeux des personnes qui ne rentrent pas dans la binarité, que ce soit des personnes transgenres, que ce soit des personnes non-binaires, et même ça peut s'étendre aux personnes qui sont homosexuelles ou qui, bisexuelles ou qui ne rentrent pas dans un cadre de ce qu'on pourrait appeler la norme, je dirais. Là. OK. Et à travers cette compréhension-là, mon but, c'est d'amener vers peut-être une plus grande sensibilité, parce que je pense que ces personnes-là, c'est pas des personnes lointaines, mystérieuses. Ça peut être nos amis, ça peut être nos ouais. amoureuses, nos amoureux, ça peut être nos cousines, nos cousins, Nos nos enfants. profs, nos enfants, nous-mêmes, dans mon cas. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est pas quelque chose d'extrêmement lointain, tu sais. Fait que Mhm. ce que j'essaie de dire, c'est d'à travers la compréhension, j'essaie de cibler peut-être une plus grande sensibilité. Et à défaut d'avoir la plus grande sensibilité, ben du moins une acceptation puis un respect mutuel. Quelque chose Tu fais une différence entre l'acceptation et la sensibilité pour l'autre? Je pense que la sensibilité, c'est genre un certain niveau d'empathie, de OK. comprendre le vécu de l'autre Ouais. personne, puis à défaut Comme- de comprendre cette réalité-là, tu peux dire, moi, je m'identifie pas à ton vécu, moi, je veux pas remettre mon genre en question, je suis un homme, ça me va, je vise une masculinité plus saine et c'est correct. Ben, dans cette situation-là, je viserais plus une acceptation. Je comprends. Je comprends. Ouais. Ouais. Fait qu'un ou l'autre, mais favoriser un des deux. Ouais, exactement. Sensibilité, exactement. sinon une acceptation Ouais. de ça. Quelque chose d'humanisant dans le fait d'entendre une personne te parler de son vécu, tu sais. Là, on se rejoint. Parce que je pense que c'est quelque chose qui apparaît beaucoup dans les médias, c'est très politisé, c'est très... on voit beaucoup ces questions-là et je pense que l'important, c'est de revenir au fait que c'est des humains, tu sais, puis OK. qui ont ces identités-là. Voilà. Fait que pour partir là-dessus, j'aimerais ça... J'ai préparé des petites photos que tu vois pas d'ailleurs, mais j'ai amené des photos Je les vois, d'enfance. sont là. Tu les vois? OK, super. Je vais juste sauter dans mes notes. Fait que c'est des termes que je clarifierai plus tard, mais j'ai été né avec un sexe masculin et on m'a assigné le genre correspondant qui est celui d'un homme. J'ai grandi à Montréal. J'étais un enfant très... Tu l'as dit plus tôt, je suis une personne très vulnérable. J'aime ça les connexions humaines. J'étais vraiment un enfant très vulnérable. Tu sais, j'avais peur de tout. OK. Ça Une fait... sensibilité. Ouais. Une très grande sensibilité. Ouais. Et puis, j'ai jamais raconté ça à autant de gens, mais tu sais, du genre de jusqu'à mes 13-14 ans, j'avais beaucoup d'anxiété avec la nourriture. Je voulais pas manger OK. des spaghettis avec OK. autre chose que du beurre. Tu sais, où j'ai dormi avec ma lumière ouverte jusqu'à 13 ans. Tu sais, j'étais un OK. enfant un peu fragile, très, très sensible. Et puis, je dirais que j'avais vraiment de la chance d'avoir des parents qui m'acceptaient pour qui j'étais. Quelqu'un qui est vraiment important pour moi dans ma vie, c'est mon père. Puis c'est un modèle masculin que j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que c'est quelqu'un qui communique très ouvertement. C'est quelqu'un que je voyais pleurer pour peu importe lesquelles raisons, mais sans honte. Il y avait de la relation Exactement. entre toi et ton père. Vraiment. Ça, c'était pas le silence, le vide. Mm-hmm. Je comprends que Ouais. tu l'aimais. Puis je me sens vraiment... je sens vraiment que j'ai de la chance, tu sais, d'avoir pu avoir une relation importante avec mon père. Vrai. Puis, je pourrais dire que ça...
à travers, comment dire, j'ai vécu cette sensibilité-là aussi à travers son vécu à lui, parce que lui, avec son père, c'était très difficile. OK. Mon grand-père était pas une mauvaise personne, mais lui, il avait vraiment les valeurs de la masculinité traditionnelle. Ouais. Tu sais, c'était quelqu'un qui était vraiment le patriarche Ouais, de la maison. C'est lui qui travaillait. Il allait pas dans la cuisine, il allait pas avec le ménage. Tu sais, c'était quelqu'un de très rigide, Pas relationnel non plus. pas très C'est ça que je relationnel. comprends. Ouais. Je veux pas le démoniser. Non. Tu sais, il faisait de son mieux, Il y avait mais ça. il y avait des tensions. Puis, je sais que mon père aussi, mon père a fait un coming out à ses parents OK. en tant que personne bisexuelle, OK. ce qui a été extrêmement difficile dans sa famille, parce qu'à l'époque, on pensait que l'homosexualité, c'est quelque chose qui est un problème dans la tête, ou c'est quelque chose qui... c'est parce que t'as-tu vécu... Y a-tu de la pédophilie? T'as-tu vécu des choses? Tu sais, fait qu'il a vécu Mon père a vécu le clash avec la différence. Le jugement. Exactement, ouais. La difficulté d'acceptation, tu sais, de sa Comme si c'était une maladie mentale, un problème psychologique. Exactement. Fait que j'ai eu cette chance-là que lui, il a déjà passé à travers ça. Fait qu'il était vraiment beaucoup dans l'acceptation. Comme ma mère, dans le fond. J'ai attaché trop de photos. Ça, c'est un dessin que j'ai fait quand j'étais jeune, que j'avais peur de rien. Et j'essayais d'être viril et je ne sais pas quoi. Mais comme je vous ai dit, j'avais peur. Braver ta peur, en tout cas. Braver ma peur. J'avais peur de tout. Mais voilà. Et ensuite, j'ai amené une photo que je trouvais pertinente. J'ai eu la chance que quand j'étais un enfant, je sentais pas le genre comme quelque chose de restreignant. Je sentais que j'étais un homme, mais mes parents me disaient pas, tu ne peux pas faire ça, tu dois ne... Ouais, Tu sais, je me suis jamais fait dire, tu dois pas pleurer, tu dois pas porter de rose. Les photos que j'ai amenées, c'est par exemple moi ma soeur m'avait habillé dans une robe, puis je faisais le mannequin à ce moment-là. Je pense, mais j'avais du plaisir là-dedans. C'est toi dans les 2 images. Exactement, oui. Et à gauche, très garçon, habillé en Bob the Builder, etc. Donc, ça, c'était vraiment dans l'enfance. Je pense que j'avais pas eu le choc encore avec la masculinité traditionnelle, je dirais. Ensuite, c'est justement à l'école primaire et secondaire surtout, que j'ai vraiment vécu un choc avec la masculinité que je dirais traditionnelle. J'avais vraiment de la misère à me faire des amis gars, tu sais. J'ai vécu beaucoup d'intimidation. Moi, déjà au primaire, je voulais parler de mes émotions, j'étais très vulnérable, je pleurais beaucoup, j'avais besoin d'aide, puis j'ai vécu beaucoup d'intimidation. Ça t'a attiré ça? Oui, ça m'a Plutôt attiré. que d'avoir une sensibilité à toi, un support, ça a été l'intimidation puis la violence psychologique. Là. Puis souvent, les insultes qu'on portait, les insultes qu'on me lançait, c'était des insultes par rapport à la féminité. Ah, t'es juste une petite fille, t'es quoi que ce soit. Ou c'était des insultes par rapport à l'homophobie, fait que je me faisais traiter de fif très souvent, tu sais. Voilà, fait que c'est sûr que c'était quelque chose de très difficile. Tout un choc. à l'école de même. Ah, exactement. Alors que quand je partais de chez nous, tu sais, mon modèle masculin, c'était mon père. Je dirais que c'était vraiment pas la même situation. Puis c'était de l'acceptation. L'acceptation à la maison, puis arriver à l'école. Exactement. Je me souviens aussi d'un événement où j'avais voulu porter du vernis à ongles. À l'époque, je questionnais pas mon genre. Je me disais pas, est-ce que je suis... Tu sais, j'avais pas ces idées-là du tout. Je me disais, je suis un gars, mais je fais ce qui me tente, tu sais. Et j'avais porté du vernis à ongles à l'école, et bien on m'avait renvoyé chez moi en me disant, des gars, ça porte pas du vernis à ongles, tu sais. Puis je me souviens que ça a été comme une première fois dans ma vie où je me disais, OK, mais le vernis à ongles, qu'est-ce que ça a de... C'est quelque chose de beau, on veut s'habiller, tu sais. Des restrictions, là, des restrictions, là, exactement. Sur tes élans, tes goûts, là. Exactement. J'ai aussi un souvenir très clair d'un ami avec qui j'avais des conversations et qui m'arrivait pas, qui était juste fâché tout le temps, puis j'essayais de creuser, j'essayais de plus le connaître, tu sais, puis il était pas capable de m'exprimer comment il se sentait, au point où on avait un conflit à un moment donné, puis il m'a donné un coup de poing. Puis moi, qui est une personne qui s'exprime carrément jamais par la violence, du moins pas physique, ça m'avait vraiment été un choc, puis ça avait pris un temps après ça pour que, dans notre amitié, finalement, il s'ouvre à moi sur le fait qu'il vivait vraiment beaucoup d'insécurité dans notre relation, tu sais.
OK. C'était sa façon de communiquer son insécurité, ça a été par la violence. Exactement. C'est quelque chose qui m'avait marqué parce que moi, je communiquais tout le temps comment je me sentais. Tu sais, si je me sentais insécure, j'étais assez ouvert par rapport à ça. Tu n'avais pas besoin de la violence pour parler de Non, toi. c'est ça, exactement. Puis je voyais que lui était dans une boîte dans laquelle il se sentait pas bien du tout. OK. C'est lui, il s'était fait dire dans son enfance, tu dois pas parler de tes émotions, tu dois pas OK, parler OK. de citer ça. Fait que quand je parlais des capsules, Il n'a pas reçu l'acceptation de ce qu'il était comme garçon sensible. Exactement. Ouais. OK. Ouais. Quand je parlais des capsules info, là, je suis sûr que c'est des choses qui vont être répétées aujourd'hui et dans les 2 prochains jours. Je voulais en faire une sur comment j'ai vécu la masculinité traditionnelle. J'ai mis une photo de film qui correspondait assez bien avec ma vision de la chose, mais et une couple de citations que je me suis fait dire dans ma vie, par exemple, un homme, ça ne pleure pas, un vrai homme, ça porte pas de rose, un vrai homme, ça ci, ça, t'es trop sensible, tu lances comme une fille, X, c'est pour les filles seulement, soit un homme ou man up, par exemple. C'est important ce que tu nommes là parce que c'est tous des messages que la plupart des gars ont reçus. Mhm, Et par manque d'acceptation qu'on a eu, on adhère à ça. exactement. Quand on a l'acceptation de ce qu'on est, comme toi tu l'as eu, Mhm. ben, on est moins vulnérable à acheter ça. Ouais, exactement. C'est vraiment un bon. Tu sais, on part pas dans la sensibilité, puis c'est sûr que ça mène à se refermer. D'autres phrases que j'avais marquées, Ben oui. arrête d'être fif, gay, une poule mouillée, etc. Tu sais, de toutes sortes d'insultes. C'est tout sur la sensibilité puis la vulnérabilité Ouais. chez le gars, Mhm, tu sais, qui est dénigré puis contrôlé. On juge ça. Ouais. Faut Fait pas que- avoir ça. Exactement. Fait que les valeurs dans lesquelles moi je trouvais que ça rentrait, c'était soit beaucoup de rationalité, fait qu'il faut être rationnel, il faut pas communiquer ses émotions, il faut avoir honte si on vit des émotions telles que la tristesse, la peur, de l'inquiétude ou dans le sentiment qu'on juge faible. Beaucoup de l'indépendance. Chercher de l'aide, c'est pas correct. Exprimer ce qu'on vit, c'est pas correct. Il faut être indépendant à tout prix. C'est très, très présent. Tu sais, comme où je t'appuie quand tu dis ça, c'est que Mhm. tous les héros masculins n'ont pas de besoin affectif. Ils C'est sont vrai, ouais. indépendants. Il Mhm. faut pas qu'il y ait de besoin affectif. Fait que tu as raison là-dessus. Là. L'indépendance, c'est bien, bien important. Tu sais. C'est un bon point, ça, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que quand je pense au héros masculin, je pense au cowboy qui est mystérieux, qui parle pas de ce qu'il vit, tu sais, qui est dans sa bulle. Aussi un point par rapport à la violence, que ce soit utiliser la violence pour communiquer, s'exprimer, gagner le contrôle du pouvoir, etc. Je vois Valoriser comme homme. Exactement, OK. ouais. Un point sur la misogynie aussi, que ta valeur dépend de la quantité de rencontres sexuelles ou romantiques que tu as et que des jugements par rapport aux femmes. Puis aussi un mépris en général pour la différence. Je pense qu'il y a dans ces côtés-là toxiques de la masculinité traditionnelle, il y a quelque chose de très collectif. C'est pas quelque chose qui se fait tout seul, c'est souvent de l'encouragement par d'autres gars, tu sais, des insultes. Ben oui. À l'école. Exactement, à l'école, oui, comme je ben disais, tu sais, t'es donc bien fif, t'es donc bien ci, t'es Ben donc bien oui. ça, pour maintenir comme le genre de statu quo. Moi, à l'école, quand j'étais jeune, les plus sensibles et vulnérables étaient violentés puis battus. Ils attiraient la violence. C'est fait que je te dis qu'après quelques volées, tu cachais ta sensibilité. Ouais, exactement. J'ai donné... Je trouve que souvent, le terme masculinité toxique, il y a des hommes qui prennent ça comme une attaque. Je pense que c'est important de nommer que pour les hommes qui trouvent ça antagonisant, c'est quelque chose qui gagne à être déconstruit pour le bien-être des femmes, OK. mais aussi pour le bien-être des hommes en tant que tel. OK. J'ai une couple de statistiques ici. Il y a les effets sur les femmes. Pour en nommer une couple, c'est beaucoup de violences vécues. Statistiquement, si les femmes vivent la violence de façon écrasante aux mains des hommes. Et aussi les effets sur les hommes, dont j'imagine vont être répétés en fin de semaine aussi, des enjeux de santé mentale, fait que d'anxiété, de dépression, d'isolement social, de peur d'être différent. Il y a des taux chez les hommes plus élevés d'abus de drogue, d'alcool, de suicide. C'est des choses qu'on va sûrement répéter, mais j'aime ça l'entendre de toi aussi. Oui. Parce que, tu sais, ça me montre que même si tu es dans la non-binarité, tu es conscient de ces messages-là. Oui, Tu es exactement. conscient de cette pression-là.
Puis, je nomme une couple de statistiques, mais par exemple, 76% des suicides sont commis par des hommes. C'est 3 fois plus probable qu'un homme qu'une femme commette un crime violent. Et il y a aussi le féminicide était un enjeu. Je veux dire, la fréquence à laquelle une femme est tuée, c'est surtout par des hommes que les femmes sont tuées. C'est une fois par 48 heures au Canada. C'est quand même des statistiques marquantes. Puis, pour moi, les deux conclusions de ça, c'est que la violence et l'attitude violente subite est internalisée, ce qui mène à une continuation du cycle. Moi, je vois ça un peu comme les enfants qui vivent de la violence à la maison et qui intimident à l'école. C'est vraiment une attitude que si on te dit toute ta vie, tu peux pas pleurer, tu peux pas t'exprimer, il faut que tu utilises la violence, c'est sûr qu'à l'intérieur, ça risque de ne pas bien aller. Ouais. Et c'est parce que tu te fais violence à toi-même. Ouais, tu peux recevoir de la violence avec ces messages-là. Oui, exactement. Tu l'internalises. Il faut que tu sois fort. Puis il faut que ça sorte par quelque part, tu sais. Puis c'est en étant violent avec les autres personnes. Ça n'empêche pas d'être sensible et vulnérable parce qu'on dit de la cacher. Fait que ça va sortir, comme tu dis, autrement. Ça crée des barrières intérieures. C'est un peu ça que je veux dire quand je dis que les aspects toxiques de la masculinité gagnent à être déconstruits pour le bonheur de tout le monde, les hommes inclus. L'autre point que je voulais faire, c'était que la masculinité toxique est construite. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas réelle, mais ça veut dire qu'elle est construite et donc elle peut être déconstruite pour le bonheur de tout le monde. Voilà. Ensuite, j'aimerais ça passer à... Tu sais, si je peux me permettre, hein, l'expression, tu as raison, masculinité toxique, il y a beaucoup d'hommes qui le dénoncent en ce moment. Parce que ce que ça peut toucher pour certains hommes, c'est comme si le genre est touché. C'est plus juste les comportements. Je sais pas... Oui, je suis complètement d'accord. Je pense qu'une masculinité saine, ça se peut. Je pense que, comme je disais, ça serait un gain non seulement pour les femmes et les gens qui subissent la violence des hommes, mais aussi pour les hommes eux-mêmes qui subissent ou qui commettent ces violences. Et même pour beaucoup d'hommes, c'est juste une violence qui est interne, qui ne commettent pas de violence, mais c'est difficile à vivre. Moi, je le disais, j'ai eu de la misère à rentrer à être ami avec des gars, à assumer la masculinité traditionnelle, je dirais, mais j'ai quand même... Reste que j'ai internalisé à un certain moment qu'il fallait pas que je pleure, et je pense que de mes 13 ans à mes 21 ans, je me retenais à tout prix de pleurer. Ah oui, c'est ça l'impact, ça a eu. Ah oui, le refoulement. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal de ne pas être en contact avec ses émotions. Puis moi, je pense que j'ai frôlé la masculinité toxique parce que j'arrivais pas à rentrer dedans, parce que j'étais pas fait pour m'y conformer. Ça allait trop contre toi. Ouais, mais reste que j'ai quand même pris des petits bagages en route qui m'ont pris longtemps à déconstruire, Ben, ça me fait penser dans l'entrevue que tu as faite avec Sébastien, je trouvais ça intéressant. À un moment donné, tu as dit, pas parce que j'adopte le non-genré que j'ai pas les milliers d'années, les centaines d'années de conditionnement qui t'a pas quand même rentré dedans et atteint par moment. Oui, exactement. Puis ça... être non-binaire, ça fait pas abstraction du fait que l'écrasante majorité des gens en société ont été élevés soit en tant qu'hommes, soit en tant que femmes. Puis ça, c'est des choses qui prennent du temps à déconstruire. J'ai eu une passe où j'avais de la chance de rencontrer des amis gars avec qui je m'entendais mieux, qui avaient des valeurs qui m'allaient plus. Plus accepté par eux ou parce que vous vous rejoignez dans les valeurs? Dans les deux cas. Je me sentais accepté, mais je sentais aussi que c'était plus compatible. Fait que j'ai fait une petite liste de ces valeurs-là, un peu comme avec la masculinité plus toxique, qui était de demander de l'aide. J'avais pas peur avec ces amis-là. Entre nous, pas juste moi. Par rapport à la vulnérabilité, et vivre et exprimer toutes les émotions, que ce soit de la tristesse, de la peur, de l'inquiétude, de la honte, de la gentillesse, de la tendresse même. Je pense que c'est vraiment important de prendre soin des autres, de dénoncer les comportements qu'on trouve problématiques des autres, que ce soit publiquement ou même avec la personne. Et la relation est plus saine. Exactement. Des gars avec qui c'était possible d'être en relation. Oui, exactement. Puis sur ce point-là, les relations saines, j'ai pu développer une écoute plus active, une forme de communication non violente, d'être moins dans le jugement, puis plus de chercher le consentement, que ce soit dans les relations sexuelles ou amicales ou romantiques ou peu importe.
Puis je pense que pendant cette période-là, je continuais à me demander si je voulais être avec des hommes. Je choisissais, OK, ce gars-là, ça me va mieux. OK, lui, on s'entend bien, on se donne des câlins, c'est correct, on se parle de nos émotions, ça va. Mais jamais dans ce processus-là, je me suis demandé si je voulais être un homme, justement. Parce que c'est pas quelque chose que j'avais rencontré, vraiment, le non-binaire à ce moment-là. Je savais qu'il y a des personnes trans, mais ça restait loin de moi. Ça reste récent, le mouvement non-binaire? Ben, ça dépend. Je vais en parler dans le futur, mais il y a quand même un précédent anthropologique. Il y a des cultures qui ne sont pas occidentales où ça existe, des systèmes de genre qui ne sont pas binaires. Puis ça fait longtemps qu'il y a une lutte de reconnaissance là, en Occident aussi. OK. Ouais. On appelle ça la diversité du genre, c'est tout ce qui sort du masculin et du féminin, justement. Fait que j'ai eu la chance, surtout à l'université, de me lier d'amitié avec des personnes qui étaient dans des espaces qui étaient moins dans les identités traditionnelles, je dirais. Là. Fait que, des personnes homosexuelles, des personnes... le terme parapluie qu'on utilise, c'est queer en général. Fait que, des personnes de toutes sortes qui avaient un rapport au genre qui n'était pas... queer, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est quoi? Queer, c'est un terme parapluie pour référer à tout ce qui est de diversité de sexualité, fait que tout le monde qui n'est pas hétérosexuel, et tout ce qui est de diversité de genre, fait que tout le monde qui n'est pas un homme ou une femme, disons, ou du moins pas un homme ou une femme trans. Je comprends. C'est le Q dans LGBTQ, c'est queer. Ah, OK. Si ça aide. Ouais. Fait que une autre capsule d'infos, je vais passer ça rapidement parce que le but, c'est la sensibilité, mais juste établir peut-être des définitions. Par exemple, le sexe, c'est quelque chose de physique et physiologique, qui est quelque chose de généralement binaire, sauf que de 1 à 2 % des naissances des personnes, c'est-à-dire aussi commun que la rousseur, sont nées intersexes. Donc déjà, le sexe, c'est pas quelque chose d'absolument binaire. J'ai des définitions plus longues, mais je ne les lirai pas. Ça existe ça, c'est le site du gouvernement du Québec que je les ai tirés, mais c'est pas un site militant, je veux dire, c'est de la recherche scientifique. Pareillement pour le genre que j'ai tiré de Santé Canada, c'est quelque chose qui est construit socialement, ce qui ne veut pas dire que c'est pas réel. Je veux dire, les catégories hommes et femmes, on les vit à tous les jours, mais comme je disais tantôt, c'est quelque chose qui est construit à travers le temps, donc ça nous paraît complètement inné. Je prends pour acquis que les gens connaissent le inné versus le acquis, mais c'est quelque chose qui est acquis, même s'il semble inné, parce que c'est ce qu'on aime. Comme le reste de l'entité, c'est quelque chose qui n'est pas statique ou binaire. Il y a des variations qui sont géographiques ou temporelles. Fait comme je disais, il y a des cultures. Par exemple, il y a plusieurs peuples autochtones d'Amérique du Nord qui ont quelque chose qui s'appelle Two-Spirit, qui est quelque chose qui est à part de hommes et femmes. Il y a aussi un précédent en Inde pour des personnes, je vais massacrer la prononciation, mais c'est Hijra, qui sont encore une fois pas des personnes hommes ou femmes. Donc, il y a un précédent ailleurs pour la non-binarité, l'identité trans. Puis le genre, c'est tout ce qui est les rôles, les comportements, les expressions, les perceptions. Fait que ce à quoi on s'attend d'un homme, OK, ça s'habille comment, ça s'exprime comment, ça marche comment, c'est comment avec les autres, c'est comment en avec interrelation, comment il faut être. Est-ce qu'il faut parler de ses émotions ou pas? Est-ce qu'il faut pleurer ou pas? Est-ce qu'il faut cuisiner ou pas? Est-ce qu'il faut travailler ou pas? Faut faire du sport, etc. Tout ça est géré d'avance. Exactement. Par le genre. Et c'est quelque chose qu'on apprend à travers la société. Ensuite, des termes qu'on va entendre souvent, ça serait par exemple cisgenre. Fait qu'un terme cisgenre, il y a des gens qui disent que c'est une insulte. C'est pas une insulte. Ça veut dire quelqu'un qui a un genre qui correspond à son sexe assigné à la naissance. Fait que si t'es né un mâle et t'es un homme, ben t'es cisgenre dans ce cas-là. Ce qui serait l'opposé de transgenre ou non-binaire, qui veut dire que ton genre ne correspond pas à ton sexe assigné à la naissance. La non-binarité, justement, c'est une personne qui s'identifie, dépendamment des gens, c'est une personne qui s'identifie à un troisième genre, qui s'identifie à la fois homme et femme, ou qui a une identité qui fluctue plus. Moi, dans mon cas, je me sens pas particulièrement homme ou femme. C'est de ça que je suis venu me parler aujourd'hui. Ben oui. Après ça, je vais passer ça un peu rapidement.
Il y a l'enjeu des pronoms, c'est la façon dont on réfère une personne. On entend souvent l'enjeu par rapport au IL. Il y a des gens qui préfèrent juste pas de pronoms. Fait que moi, par exemple, je pourrais dire, j'aimerais ça que tu m'appelles juste Maxwell. Point, il n'y a pas de il ou de elle. Tu sais, tu me parles, on va se parler. Qui on est. Voilà. Puis après, l'orientation sexuelle, c'est pas la même chose. C'est ce qui t'attire chez une autre personne. Donc, quand on vient à la partie par rapport à moi-même, pour moi, le fait d'être non-binaire, ça veut dire l'authenticité et la libération. Donc, c'est de sortir des étiquettes de je suis un homme et donc je dois faire X chose. Comme j'essaie de montrer à travers l'explication et l'entrevue que tu as vue, c'est que quand j'étais jeune, j'ai vraiment eu une confrontation avec la masculinité traditionnelle que je trouvais très toxique dans beaucoup d'éléments. Ensuite, violente même pour toi. Exactement. Ouais. Personnellement, qui me fait la peine. Vers une masculinité plus saine, plus sensible. Puis après ça, la question que je me suis posée, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y avait dans cette masculinité saine qui était spécifiquement masculin. Fait que si on dit que une masculinité saine, c'est une personne qui est capable de parler de ses émotions, c'est une personne qui est capable de se supporter avec ses amis, c'est une personne qui est capable de s'exprimer pas par la violence, mais doucement, c'est une personne qui est capable d'être vulnérable. Mais moi, la question que je suis venu à me poser, c'est qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui est particulièrement masculin et qui n'est pas juste des valeurs d'une personne qui sait vivre sainement en société, tu sais. Fait que pour moi, le questionnement est vraiment venu de là. Puis, mais non-binaire, tu dis ce que ça veut dire, c'est authentique et libre. C'est comme ça que tu définis non-binaire. C'est pas comme ça que je définis non-binaire, mais le fait d'être une personne non-binaire, ça mène vers l'authenticité. Je comprends. Le fait de... je pourrais dire ça comme ça. Le fait de partir du genre pour moi et de partir de ces boîtes qui disent « Je suis un homme, donc je dois faire X chose Pour sortir de Amen. ça, en même temps, je m'éloigne du genre et je me rapproche de moi-même dans le sens que je vais m'habiller comme ça, pas parce qu'un gars doit s'habiller comme ça, un gars porte des pantalons et non une jupe, par exemple, mais je vais m'habiller comme ça parce que c'est comme ça que ça me tente de m'habiller. Je comprends. Fait que c'est vraiment une quête de dévoilement de du respect et de l'écoute totale de toi. Exactement. C'est ça ta liberté, là. Puis il y a des gens pour qui, comme je disais au début, je suis pas là pour dire à qui que ce soit que c'est pas correct d'être un homme. Tu sais, si il y a des hommes pour qui une masculinité saine ça leur va, ben si c'est toi, c'est toi. Tu sais. Comme n'importe laquelle d'autre partie de l'identité, si c'est toi, c'est toi. Puis tu vis ta vie. Voilà. Je pense que c'est très... Il y a l'enjeu de l'intérieur versus l'extérieur. Fait que pour moi, par exemple, le genre, c'est quelque chose que je vis intérieurement. C'est mon identité personnelle. Okay. L'extérieur, ça serait, OK, est-ce qu'on demande à une personne d'utiliser des pronoms différents pour référer à nous, par exemple? Okay. Je sais que, par exemple, le pronom « il », ça serait « peux-tu référer à moi de telle manière? » Ou peux-tu, par exemple, avec mon thérapeute, j'ai dit « peux-tu juste... Je te demande pas de changer de nom pour moi, pourrais-tu juste ne pas dire « toi, t'es un gars qui, etc. » Okay. Toi, t'es un homme qui, etc. Okay. Aussi simple que ça. Je lui demande pas d'autre chose, de juste... Ma demande, c'est qu'il me voit en t'identifier à un genre, mais plus exactement. toi. Ouais. Okay. Pour moi, ça passe par là, le respect, tu sais. Puis je pense que c'est important de... tu sais, je parlais d'être sensible à ces réalités-là. Je pense que l'important, c'est simplement de... Si vous... Peut-être je parle à tout le monde qui écoute en ce moment, à toi aussi, s'il y a des personnes dans vos entourages qui questionnent leur genre, qui questionnent leur sexualité, pour moi, je dirais que l'important, c'est juste d'être à l'écoute, de dire, tu sais, est-ce que tu aimerais ça, que je réfère à toi de façon différente, juste dans l'acceptation. Ça peut être difficile parce que c'est une question qui remet, comme tu disais au début, ça remet en question l'ordre établi un peu. La société est bâtie sur il y a des hommes, il y a des femmes et c'est tout. Mais je pense qu'on gagne à avoir des connexions avec des gens à l'extérieur de ces limitations-là. Puis, comme il y a eu une lutte pour l'acceptation des personnes homosexuelles et lesbiennes, qui se mène encore d'ailleurs, et toute autre forme de différence, c'est surtout une lutte pour l'acceptation et le respect. Tu as parlé aussi dans la vidéo avec Sébastien
qu'en fait, derrière cette difficulté-là, d'accepter la différence, d'accepter les gens qui sont différents dehors du cadre, c'est la peur. C'est ça que tu disais? Ouais, je pense que, par exemple, dans le cadre d'une masculinité qui serait plus toxique, si on utilise si tous les insultes qu'on utilise, c'est par rapport à quelque chose qui sort de la norme. Fait que si tous les insultes qu'on utilise, c'est par rapport à l'homosexualité ou par rapport à un homme qui s'habillerait de façon plus traditionnellement féminine, c'est sûr que ça commence à créer des boîtes. Okay. Si ta gang de gars, ils insultent tout le monde, tous les gars qui voient dans la rue qui ont l'air de s'habiller un peu. Qui sortent de la boîte. Exactement. Ben, c'est sûr que toi-même, tu risques d'avoir peur de sortir de cette boîte-là. Tu risques d'avoir peur de te poser des questions comme est-ce que finalement je suis attiré par des femmes? Ou est-ce que je suis un homme? T'sais? Début d'adolescence, moi, je joue au football. Puis j'étais un gars insécure, nerveux, sensible. Puis un jour, j'étais arrivé à un entraînement, puis j'étais pas en forme, j'allais pas bien. Puis là, il dit, ça va-tu? Puis là, je dis, ah non, je sais pas ce que j'ai, je suis insécure. Puis il m'a répondu, il a dit, toi, t'as vraiment un esti de problème. J'avais 13-14 ans. Et là, j'ai fait, tu vas-tu finir par comprendre? D'arrêter de parler de ça avec des gars. Puis ça a été la fois où ça a vraiment scellé un pot. Je parle plus de ma sensibilité. J'ai récupéré ça, là. Mais pendant des années, j'ai pu reparler de ma sensibilité. Fait que c'est un peu ce que tu dis, la peur, en voyant comment ça fonctionne, que, OK, moi, je veux pas vivre cette violence-là. Non, exact. Cette humiliation-là, ce rejet-là. Donc, je mets de côté ma vulnérabilité, ma sensibilité. Ah, c'est sûr. Surtout avec les gars. C'est sûr. Puis c'est sûr que quand t'es jeune, t'es vulnérable. Puis c'est quelque chose qui se dit en 30 secondes et que tu vis pendant des années d'après. Ça prend du temps à réouvrir ce pot-là. Ben oui, puis c'est le début de la socialisation, là. Tu sais, 12-13 ans, là. C'est important, là, d'être accepté. Puis je pense que le danger là-dedans, c'est que toi, dans cette situation-là, tu pourrais te dire, OK, je suis mieux de pas communiquer mes émotions avec d'autres gars, mais toi, tu pourrais, pour rentrer dans la gang, tu pourrais commencer à dire ça à d'autres personnes que tu vois. Ben, moi, quand j'ai repensé à ça, là, c'est pourquoi j'ai fermé le pot. C'est parce que avant lui, j'ai vécu des situations similaires. Puis là, c'est comme si je venais de faire un acte de rébellion en parlant pareil. Mais là, aujourd'hui, un gars qui me dirait ça, je dirais, non, c'est pas moi qui ai un problème, c'est toi. Moi, je suis capable de parler de ce qui est vulnérable chez moi. Là. Si toi, tu es capable de l'entendre, pas de problème, je t'en parlerai pas. Mais si tu sens le besoin d'appartenir, par exemple, à une équipe de football, tu risques de refermer ça, tu sais, comme tu as fait. Ben, dans l'équipe, c'est fascinant pareil. Même dans l'équipe, il y avait des gars ouverts à ça. Ah ouais? Ouais, mais moi, j'étais attiré par les gars qui n'étaient pas ouverts à ça. Tout mon conditionnement masculin. Tu sais, les gars plus vulnérables, sensibles, je ne leur parlais pas. Tu sais, moins. Tu sais, je faisais partie des toughs. Ouais. Tu sais, mais je m'attirais ça, puis entre nous, on s'entretenait à rester tough, là. Ça se chamaille, ouais. On ne devient pas vulnérable, là. Fait que... Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes pour qui les valeurs dont je parlais plus tôt, qui seraient peut-être plus toxiques ou plus violentes, c'est pas par le fait que ces gars-là croient vraiment en ces valeurs-là, mais c'est le fait que on a peur. Tous tes amis gars croient ces valeurs-là, mais c'est tous les amis gars ont peur. D'être violentés, humiliés, rejetés. Fait qu'on se tient dans notre peur, là. Puis... C'est ça. Fait que je pense que, tu sais, c'est un enjeu collectif de tous les hommes, tu sais. Et je pense que si tout le monde se regarde et on maintient tout ce comportement-là parce qu'on a peur, ben là, personne ne va en sortir, tu sais. Fait que d'où le fait que le colloque, je pense que c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est quelque chose qui se fait collectivement, mais c'est quelque chose qui se fait individuellement aussi. Pardon. Ouais. Tu sais, juste là-dessus, hein, je te donne un exemple parce que moi, je faisais du karaté là, dans la trentaine. Puis j'aimais ça, c'était des combats, puis tout. Puis à un moment donné, il y a le prof, il me dit, bon, Faneuf, tu vas te battre avec un tel. Puis moi, je voulais pas me battre avec lui. Parce qu'il était bien plus fort que moi, puis il faisait mal. Fait que là, je dis au prof, non. Je pense que tu t'as jamais fait dire ça. Là, devant tout le monde, il m'a dit, qu'est-ce que t'as-tu peur? Mais là, je portais plus le jugement sur ma vulnérabilité. J'ai dit, oui, j'ai peur. Certain. Puis je n'irai pas me battre avec. Il tapoche comme un malade. Je dis, moi, demain matin, je travaille. Tente pas d'avoir mal. Le fait de l'assumer a fait que tout le monde a accepté ça.
Puis ça a été bien correct. Puis j'ai pas vécu aucun rejet. Au contraire, j'ai été Mhm. respecté. Puis Mhm. l'espèce de passage à s'assumer dans sa vulnérabilité, là, C'est difficile de juger quelqu'un qui s'assume, je pense. c'est vrai. C'est plus tough. Ouais. Comme toi, tu t'assumes. Mhm. Moi, ça m'attire pas de te juger. Mhm. Pas en tout. Mhm. Hein. Je me souviens justement dans une formation, tu t'avais dit quelque chose du genre de les mécanismes de défense attirent exactement ce que tu veux pas. Le contraire de Ouais, ce que tu cherches. ouais. Hein, ouais. Puis je T'as pense peur, que. tu te caches. Mhm. Puis... Ouais. Allez, on arrive quasiment à la fin, Ben, c'est Maxwell. parfait. Ben, ça tombe bien, j'ai des conclusions. Fait Vas-y. que ce que j'aimerais ça que les gens retiennent, ça serait surtout par rapport à les questionnements de moi, je me suis posé, qu'est-ce que la masculinité saine a de particulièrement masculin? Peut-être une nuance entre le sexe qui est quelque chose de biologique, le genre qui est quelque chose de construit, les pronoms qui sont la façon dont on réfère à une personne, puis l'orientation sexuelle, c'est des choses différentes. Euh, le prochain point, ça serait que la compréhension de la différence mène à la sensibilité, à mon avis. Puis les humains non-binaires et trans et LGBTQ, 2IA+, etc. Et tous les humains qu'on voit qui sont différents de nous sont des humains, sont des individus. Donc, je pense qu'il y a avantage à aller rencontrer ces humains-là pour comprendre leur réalité, pour mener à une plus grande acceptation. Puis je pense, à défaut de comprendre, l'important, ça serait d'accepter et de respecter la différence des autres. Puis, s'il y a des gens qui sont intéressés, j'ai quelques ressources. Il y a plein de ressources. Si tu regardes genre versus sexe sur l'Internet, là, il y a 1 million de ressources, autant des gouvernements québécois et canadiens qu'il y a des ressources scientifiques, qu'il y a des sites comme Jeunesse J'écoute. Et sinon, j'ai 2 ouvrages vraiment importants dans les études de genre, Troubles dans le genre de Judith Butler et Je suis un monstre qui vous parle de Paul B. Preciado. Un titre qui frappe, ça, quand même? Un titre qui frappe Je quand suis même. un monstre qui vous parle. C'est un discours qui a été livré à une académie de psychanalystes. Et OK. les psychanalystes sont très hommes-femmes. Donc, puis Paul B. Preciado, c'est un homme trans. OK. Et il y a un prof d'université qui fait des recherches par rapport à ça. Donc, voilà. Merci Je veux beaucoup. juste dire aux gens à la maison, sinon qui veulent poser des questions, Ouais. allez-y pour ça. Moi, quand je t'écoute, je vois une chose, on se ressemble plus que ça peut paraître. Mm. Ben, pour la personne que tu es, Mhm. ça me rejoint. Mm. Le besoin de liberté, Mhm. le besoin d'être vrai, d'être authentique, le besoin de créer des liens. Mhm. Moi, je me sens un homme. C'est quoi un homme? Je peux pas te le dire, là, commencer à intellectualiser ça, mais je me sens un homme. Je Mhm. me sens heureux de l'être. Je me Mhm. sens bien. Mhm. Différent de ce que j'avais comme masculinité plus jeune. Mhm. Avant, j'avais une masculinité dans laquelle je voulais, qui avait une blessure d'humiliation. Mm. Fait que je voulais prouver que j'étais un gars. J'étais Mhm. pas juste un gars. Je voulais prouver que j'étais un gars. Mhm. Tu sais. Et là, à un moment donné, j'ai récupéré ça, que je me sens un homme comme je suis, puis Mhm. heureux de l'être. Mais moi, ce que j'entends, c'est un peu le même message. Toi, tu as envie de te sentir dans la personne que tu es Mhm. et bien dans ça. Ça, Oui. ça me rejoint. Là. Mais exactement. Oui. Mm. Puis j'ai. Tu sais, c'est comme peu importe l'autre. S'il y a d'autres étiquettes identitaires là, qui nous encadrent, tu sais, j'aimerais ça en sortir aussi. Tu sais, par exemple, je parlais du fait que j'étais un enfant qui avait peur de tout, tu sais, j'assume Mais cette ouais, partie-là de moi, OK. mais je laisse pas ça m'encadrer, tu sais. Ouais. Ça fait partie de moi dans mon passé, comme j'ai été un homme dans le passé, mais je laisse pas ça me rentrer dans Ouais, une ouais, boîte, ouais. tu sais. Ouais, ouais. Fait que j'essaye d'être le plus possible authentique à moi-même. Même quand tu as dit ça tantôt, j'étais un enfant qui avait peur de tout. Mm. Je t'avoue que moi, ça m'accrochait à me dire Mm. de tout. Tu sais, Mm. je sais pas. Je me dis peut-être pas de tout. Pas de tout. J'avoue que l'exagération. Non, mais tu sais, ça te Ouais. met quand même dans une case. Mhm. Moi, j'avais envie de dire, moi, ce que j'entends, c'est que tu étais un enfant qui était proche de ta sensibilité, Mhm. ta vulnérabilité. Mhm. Puis la position d'un enfant, il y a beaucoup d'insécurité. Mhm. C'est nous autres qui a, tu sais, c'est pas, l'enfant n'a pas le contrôle sur son environnement. Mhm. Fait que, il y a besoin de sécurité. Puis toi, tu étais proche de ce ressenti-là. Ouais. Hein? Ouais, vraiment. Ça nous amène à la fin comme ça. As-tu autre chose que tu Super. aurais voulu rajouter? Oui, OK. Tu veux-tu le monter? Il y a une question qui est là.
OK, il y a quelqu'un qui dit merci pour ton témoignage. Si tu n'avais pas écouté, si tu n'avais pas. OK, si j'aurais eu du mal à t'aborder, peur de te blesser, d'être jugé, quel conseil me donnerais-tu pour aller vers les personnes non binaires? Comprends-tu la question? Oui, je comprends la question. Ben, Oui, regarde par ouais, je ici. suis mieux. Super. En train de lire. Bon. Je vais faire semblant que c'est toi qui as posé la question. Mais comme je disais un peu dans ma conférence, je pense que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les médias. C'est quelque chose qui est très, tu sais, on entend le terme idéologie de genre. C'est comme si c'était un gros conflit, un mouvement versus un autre. Je pense que l'enjeu principal, c'est que des personnes non-binaires sont des humains comme des autres. Fait que si j'ai des conseils pour comment aborder ces personnes-là, euh, je pense que c'est juste dans l'écoute puis dans l'acceptation. Tu sais. S'il y a une personne dans ton entourage qui te parle du fait qu'il ou elle ou elle, peu importe ce souci de son genre, ou pense, comment je pourrais dire ça, vit un malaise avec son genre, ou vit une transformation, ou vit une transition, ou quoi que ce soit, juste le fait de demander à la personne de façon sensible, puis d'être prêt, peut-être à l'écoute, ça se peut que la personne te dise j'ai pas envie d'en parler. Ça se peut que la personne te dise penses-tu que tu pourrais utiliser tel autre pronom pour parler de moi, ou penses-tu que tu pourrais juste utiliser mon nom? Penses-tu que... Avec le respect puis la Ouais, sensibilité. exactement. Puis je pense que tant qu'on est prêt à accueillir l'autre personne, puis qu'on arrive avec du respect, que ce soit du respect de ce que la personne dit ou du respect pour le fait que la personne ne veuille pas en parler, je pense qu'on peut pas, on est pas, ça risque de bien aller. Tu sais. Je sais que moi, j'ai côtoyé là, à l'université des gens non-genrés, non-binaires, Mhm. puis je voyais une différence entre ceux que j'avais le sentiment, peut-être je me trompais, de recevoir du jugement de ce que moi j'étais. C'est sûr que je me tenais loin, là, tu sais. Mhm. Puis ceux que j'en recevais pas, j'avais le goût de la rencontre pareil. Mhm. Tu sais, mais l'attitude aussi a eu un impact. C'est pour ça que toi, j'ai trouvé le contact facile parce que j'ai pas senti de jugement parce qu'on était différents. Mhm. Et ça aide, là. Je me demandais aussi, ben, il y a une question qui peux-tu parler, je vais te la lire, peux-tu parler de ta pratique artistique en lien avec la non-binarité? Y a-tu une combinaison de ta pratique artistique et de la non-binarité? Ça, c'est une bonne question. Ouais, hein? 100 Euh, piastres, celle-là. Je dirais qu'il n'y a pas de lien explicite entre les deux, mais je dirais par contre que dans les deux cas, je cherche à être moi-même de façon le plus authentique possible. Puis je pense que l'art que je fais est à... Comment que je pourrais dire ça? À des convictions sociales, à des convictions politiques un aussi. De l'art que tu fais? Je fais beaucoup de musique expérimentale, surtout en ce moment. Beaucoup de photographies, beaucoup de portraits, tu sais. Fait que c'est vraiment de l'exploration des gens. Il y a beaucoup par rapport à l'oralité, comment les gens s'expriment. Beaucoup d'enregistrements vocaux. Fait que je dirais que c'est vraiment ce qu'il y a dans l'authenticité, mais pas explicitement par rapport à la non-binarité. OK. Mais il y en a. Hein? Il y en a ailleurs. Il y en a qui le font. Il y en a ailleurs. Là. Il y a moyen de rechercher sur Internet. Là, vous allez trouver en masse. OK. Ça vous intéresse. Comment aborder la fluidité de genre et d'identité dans un milieu traditionnel comme l'agriculture? Question à 200 piastres. On vient de monter. Là. En tant que fermier, non. J'aimerais ça dire ça. Ben, écoute, c'est difficile. Je pense Ben, il y a l'exemple de l'agriculture, mais dis donc, dans tous les milieux traditionnels, là. Ben, moi, je pense que le fait de l'approcher comme c'est pas un mouvement politique, c'est un besoin individuel que les gens ont d'être respectés. C'est toujours une bonne approche. Mais dans les milieux traditionnels, d'une place ou l'autre, est-ce que quelqu'un qui est non-binaire, non-genré, peut s'assumer, tu penses? Ben, c'est sûr que ça dépend du milieu, là. Ouais, mais c'est sûr que, tu sais, il y a
j'avais des statistiques que j'ai pas montrées, mais il y a quand même beaucoup de violence contre les personnes trans, contre les personnes Ouais, non-binaires. c'est ça. Fait que c'est sûr qu'il y a des enjeux de Plus c'est sécurité aussi. traditionnel. Tu sais, Ben oui. il y a une lutte qui se passe pour l'acceptation qui se passe au niveau individuel, qui se passe au niveau dans la sensibilité à travers la conversation, mais il y a une lutte aussi qui se passe. Le milieu résiste à ça. Oui, il y a un milieu, tu sais, il y a une lutte qui se passe contre il y a des mouvements de droite, Ouais. je veux dire, qui attaquent les personnes trans et non-binaires et homosexuelles et lesbiennes et Ouais. tout ce qui sort du cadre Ben ce qui est traditionnel, tu sais. Fait que c'est sûr que dans certains enjeux, ça va être un enjeu dans certains milieux, ça va être un enjeu de sécurité, là. Ben oui. Mais s'il y a un certain sens j'imagine que mon conseil, ça serait s'il y a une grande acceptation de la différence dans ce milieu-là, ben c'est juste de l'aborder au niveau personnel, tu sais, et individuel. L'équipe ici au CRAM, on a eu le témoignage d'une personne transgenre. Mhm. Peut-être que je m'exprime pas bien, là, puis Non, c'est pas mal. tu pourras me prendre. Là. Mhm. Et lui avant, Mhm. travaillait dans un milieu assez traditionnel de gars d'usine. Mhm. Puis écoute, courageux, là. Mhm. Devenu transgenre, il s'est assumé dans Mhm. tout le changement. Ils ont voulu le mettre dehors, il s'est battu, il a gardé sa place. Puis, écoute, il a fini par avoir tellement sa place qu'ils en ont fait un modèle, un exemple dans le milieu de l'usine que, regarde, chacun a le droit à sa différence. Mhm. Ben oui, je pense que c'est important de lutter. Ben j'imagine, est-ce que ça serait elle dans ce cas-là, si c'est une personne Maintenant, oui. transgenre? Ouais. Oui. Ben j'imagine qu'elle. Ben, c'est vraiment courageux. C'est sûr qu'il y a des enjeux de sécurité personnelle aussi. Là, Ouais. tu sais, de comme, je sais pas si tu as vu passer dans les nouvelles, il y a une personne qui est engagée pour être prof à une école dans les Laurentides, je pense, qui voulait utiliser des pronoms et qui n'était pas il ou elle. Et qu'il y a eu des menaces. Tu sais, il y a comme eu des enquêtes parce qu'il y a eu des menaces de mort. Là, tu sais. Fait Ah oui, OK. je pense que c'est quand même une réalité que ça peut être dangereux, mais c'est incroyable que cette personne-là ait pu s'assumer dans ce milieu-là puis qu'elle a pu tenir son fort. Là, disons. Ben, ça prend une solidité personnelle Mhm. importante Mhm. pour s'assumer dans un changement ou dans une différence dans Oui. un milieu qui tolère pas ça. Mhm. La différence. Ben Ouais. oui. C'est du courage, c'est sûr. Il y a une autre petite question. Mhm. Réduire les stéréotypes, les identifications peuvent-ils réduire les conflits intérieurs? La question, Peux-tu répéter? Ouais. Je peux-tu regarder? Ben oui, vas-y. C'est juste pour la réponse. Reviens avec nous. Réduire les stéréotypes, les identités peuvent-ils réduire les conflits intérieurs? C'est une bonne question. Je pense que 250 piastres. je pense que les identifications, je sais pas par rapport aux identifications, mais je pense que les stéréotypes, souvent, c'est des jugements, des préconçus qu'on va avoir par rapport aux gens. Donc, Par rapport à soi-même aussi. par rapport à soi-même, ou tu sais, une personne de telle, tu sais, OK, une femme, ça fait telle chose. Puis je pense que ça c'est un obstacle à. J'essaie de me retenir La personne qui s'y retrouve pas va avoir des conflits intérieurs. Ouais. Je pense que les stéréotypes, c'est sûr que ça réduit. Je pense que les stéréotypes, ça peut être un blocage dans tous les sortes à la relation parce qu'on a des jugements d'avance par rapport à une personne. Mhm. Après ça, par rapport si je peux ajouter quelque chose, peut-être par rapport si la personne dit l'identification, peut-être c'est par rapport aux boîtes, tu sais, OK, des parties de ton identité, je suis un homme, je suis une C'est un femme, peu ça que je comprends. je suis une personne de région, tu sais, toutes les boîtes qui composent notre identité, qui sont plus ou moins malléables, dépendamment des circonstances. Je pense que Moins il y a de boîtes, moins il y a de conflits intérieurs. Là. ben, je pense que ça. Tu sais, il y a des boîtes avec lesquelles les gens sont bien. Si toi, tu me dis, je suis un homme, je peux pas le décrire, mais je suis bien avec ça, ben, tu sais, continue ton chemin, puis tant mieux. Puis si moi, je sais que j'ai grandi à Montréal et que je suis bien avec ça, et que je suis contente de le dire à tout le monde, ben, il n'y a pas de problème Pas avec de ça. conflit intérieur. Non, c'est ça, mais je pense que ça peut.
c'est du cas par cas, mais si cette personne-là qui pose la question, ou n'importe qui d'autre qui écoute, si pour vous, il y a une partie de votre identité où vous sentez que vous êtes dans une cause ou une autre qui vous limite, ben, je pense que c'est là que Ben ça ouais, mène à un travail de ben ouais. déconstruction, que ce soit tu sais, intérieur ou avec les gens dans votre entourage. Euh, Moi, je le sens pas comme ça me limite. ouais, Tu sais, de me sentir un homme, je me sens pas ben, parfait. comme une limite. Mais si tu le sentais comme une C'est limite, ça. Là, ça si, sera autre par exemple, chose. la personne qui pose la question, il y a Ben une oui, partie de ton identité ben que oui, elle ou il ou elle, ben peu oui. importe, sent comme une limite, ben j'inviterais cette personne-là à, À quoi? ben, à aller vers un travail de déconstruction de cette boîte-là, de se libérer personnellement de ça, mais aussi de prendre des étapes de se protéger contre ça dans son entourage aussi. Fait que si, par exemple, euh, euh, comment dire ça? Si, par exemple, au secondaire, je vais prendre un exemple complètement loufoque. Ok. Si au secondaire, j'étais dans un groupe d'amis qui jouait au football, par exemple, et que j'avais de la misère à rentrer dans le groupe, tu sais, euh, et que je désire sortir de cette boîte-là parce que c'est plus une partie de mon identité, je sens que ça me limite. Ben, je peux faire ce travail-là à l'intérieur de moi de me dire, OK, je sais que je suis pas une personne qui joue au football, ça paraît loufoque de même, mais Non, mais... suis-moi dans l'exemple. Ouais, ouais. Je sais que je suis une personne, je jouais au football, mais ça fait plus partie de mon identité, c'est correct. Ça serait peut-être un travail intérieur à faire. Je peux faire ce qui rentre pas avec le personnage de la personne qui joue au football, tu sais. Et au niveau extérieur, je peux dire à mes amis, hey, pouvez-vous arrêter de raconter telle histoire que je jouais au football et je me faisais intimider, etc. Ouais. Et si jamais les gens le répètent tout le temps, ben ça peut mener vers, OK, peut-être je vais moins passer de temps avec ces personnes-là Ben ouais. parce qu'elles me le rappellent Ben tout ouais. le temps. Ben ouais. Euh, Mais c'est pas un exemple si loufoque. Il y a plein de personnes qui s'identifient à ce qu'ils font. mhm, Je suis un joueur de football, je mhm, suis, tu sais, mhm, et c'est plus ce qu'elle est, mais c'est ce qu'elle fait. mhm. Fait que, Fait que, ouais, je pense que la réponse très longue à cette question très courte, ça serait si ça devient un blocage, ben c'est là qu'il peut-être qu'il y a des d'aller conflits regarder ça intérieurs. intérieurement et extérieurement Ben ouais. et dans sa vie Ben pour ouais. prendre soin de toi puis d'être toi de façon authentique. Bon, Maxwell, comment ça a été? Ça a très bien été. Ouais? Ouais. Ouais? Ouais. Je suis Ouais. contente. La technique, ça a été un peu stressant. Ouais. Ouais. Je te remercie beaucoup. Ah, merci à toi. Ouais, puis tu sais, moi, ce que je trouve le fun, c'est que je pense que ça peut rejoindre du monde qui vit Mhm, ça. mhm, Tu sais, qui ont un besoin de sortir des boîtes. mhm, Tu sais, puis toi, que ce soit la même boîte que toi ou mhm, non, mhm, que ce soit la boîte à moi ou un autre, mhm. c'est que c'est le travail de regarder si on se sent pris d'une boîte. Ouais. Puis je pense que Puis, le plaisir qu'on a, c'est que ce soit la boîte du genre, comme tu dis, ou une autre boîte, qu'on puisse être là pour nos proches, pour donner un gros câlin, pour dire, ben, tu sais, libère-toi, puis continue ton chemin, tu bonne conclusion. sais. Oui, c'est ça, faut faire ça. Ouais, c'est Merci, c'est bon, Maxwell. merci beaucoup. Fait que demain matin, on va recevoir Normand Faubert qui va parler du check engine. Il y a Jeanne-Marie Rugira, mon ancien professeur à l'université, qui va venir parler d'une sensibilité masculine libérée du patriarcat. Puis il y a Claude Parizeau, ça c'est le matin, qui va venir parler de l'homme heureux en couple avec son outil de travail qui est l'imago. Et en après-midi, on va avoir une première table ronde avec Sébastien, la table ronde des femmes. Ensuite, il y a Pascal Bergeron de l'Université du Québec à Rimouski qui fait un doctorat sur la sensibilité. Il y a Jean-Philippe Gauthier qui est aussi de l'Université de Rimouski qui va venir nous parler des abus familiaux et le traitement par les liens. Il y a Alain Simard qui va venir nous parler comme homosexuel assumé. Puis on va terminer avec John MacDonald, un gars d'Australie, chercheur au niveau de la santé masculine, qui va venir nous parler d'une démarche positive du masculin. Fait que je vous souhaite une belle soirée. J'espère que vous avez passé un bel après-midi avec nous. Nous autres, on est super contents. C'est parti. La roche est lancée dans l'eau, puis ça fait de la vague. Bonne soirée.